Le bal des fauves. C'est assez intéressant, en 1928 à la Sarraz, donc juste en dessous de la colline, il y a eu le premier congrès international de l'architecture moderne, le SIAM, où c'est un petit peu plein d'architectes qui sont réunis et qui ont en fait, posé les jalons de l'architecture moderne, tournant beaucoup autour du béton, et de se dire que c'est dans ces lieux-là qu'a eu lieu ce premier congrès. euh, et plus tard, en fait, en 2021, en 2020-2021, sur cette colline, en dessus cette fois, et dans la nature au plus proche du vivant, on déconstruisait ce mythe du béton. Donc, tout à coup, se dire, en fait, on agit ici, mais ça nous dépasse, c'est quelque chose qui nous dépasse, puis c'est une colline ultra symbolique. En même temps, on y voyait les animaux se balader, on apprenait à voir ce milieu, ce que c'était. Puis là, on l'a connu surtout en hiver, en fait, donc avec peu de feuilles, peu de fleurs. Mais je me souviens quand on y était retourné ensuite dans le printemps, assez de temps après l'évacuation. Puis c'était un vrai sorte d'oasis. Un oasis, il y avait des oiseaux qui chantaient, il y avait des orchidées partout. Enfin, il y avait vraiment une biodiversité folle. Et je pense qu'on pouvait aussi voir en y étant ce rôle qu'on sait qu'elle incarne de passage entre la faune du Jura et des Alpes. Ça, on a pu bien le constater. Et puis c'est aussi ça que tous ces travaux vont détruire. Pour moi, la colline, c'est le symbole de, à quelque part, une jeunesse, une génération climat qui d'un coup se lève et va directement défendre des espaces menacés par les projets insensés du capitalisme, qui sont des projets incompatibles avec la notion de limite planétaire, avec les limites planétaires qu'on est en train de dépasser. Il y a 6 limites planétaires sur 9 qu'on a dépassées. C'est des limites au-delà desquelles en fait, la Terre ne supporte plus notre activité. Et puis le climat en fait partie, mais il y en a d'autres. Et pour moi, c'était vraiment du coup venir là et dire, il y a un moment, il faudra dire stop. Et là, en fait, on voit cette colline qui se fait petit à petit manger pour la production de ciment, qui est une production extrêmement émettrice de CO2 et qui n'est pas repensée. Là, on pourrait faire avec beaucoup moins de béton, et ça, je l'ai beaucoup étudié après coup, dans mon action politique aussi. Il y a un peu une résistance qui est là parce que c'est les intérêts des entreprises béton aussi qui sont construits leur modèle sur ça. C'est des entreprises extrêmement puissantes. Holcim, c'est une multinationale très importante. Je sais qu'en 2021, l'industrie du bâtiment à l'échelle mondiale, c'est environ 40% d'émissions à effet de serre et de gaz à effet de serre. Et puis en 2021, ils ont augmenté de 5% leurs émissions. Donc on est vraiment sur une industrie qui n'est pas en train de décroître ou qui est dans la bonne voie. Enfin, absolument pas. Puis c'est vraiment un impensé qui est lié à beaucoup d'intérêts capitalistes. Et donc, je pense que venir là-haut, c'était aussi dénoncer ça, mais c'était aussi prendre position d'une écologie vécue dans le concret, qui est aussi celle d'une écologie euh, antiraciste, féministe, qu'on vit en construisant des valeurs collectives et, euh, et qu'on porte depuis le concret, où l'écologie se passe dans l'expérience vécue, qu'on peut aussi vivre nous. Puis ça, c'est peut-être réservé un peu une niche de personnes qui ont le temps, qui ont la disponibilité. Mais cette expérience, elle est offerte aussi. Et c'était le cas de nombreux dimanches. En fait, on crée des événements où il y avait les gens qui étaient invités à venir. Ouais, c'est retrouver un autre rapport au vivant. C'est défendre la construction d'un autre rapport au vivant, à la planète, à ce que c'est de vivre ensemble avec cette planète, au rythme, etc. Et du coup, là-dedans, c'est un questionnement qui vient remettre en question le système productiviste plus frontalement et dans les faits que par des manifestes, tu vois, pour le climat un peu abstrait. Je pense une écologie du concret qui est beaucoup plus prometteuse, je pense, parce qu'elle permet de vivre des choses et de construire réellement aujourd'hui le monde qu'on défend pour demain, en fait. Par rapport à la colline du Mormon, c'était assez douloureux, mais on sait qu'on a ralenti les travaux, donc c'est quand même intéressant. Je pense ça dit que même si on n'a pas gagné par rapport à la protection de ce site, on a quand même pu entraver un bout les travaux et leur rapidité, donc c'est un moindre mal, on est content. Mais c'est clair qu'on a appris l'hiver dernier, 2022-2023, que le tribunal fédéral accordait les travaux
à la condition d'une remise sur le site, mais on parle dans des années. Puis en fait, pour le moment, ils n'ont aucune garantie qu'ils vont remettre en état le site. On sait que en fait, cette carrière est tellement grande que pour la reboucher, il faudrait je sais pas combien de cathédrales de Lausanne. Enfin, c'est énorme, c'est juste un volume qui est énorme. Et bon, du coup, aujourd'hui, c'est assez douloureux quand on est en train de parler parce que les arbres ont été rasés toute cette semaine. C'est le début, quoi. C'est concret. Voilà, ça a lieu. Et ouais, je pense que ça nous met face à un échec d'avoir pu protéger le site, mais qui renforce aussi notre volonté de créer des mouvements comme ça ailleurs. Puis du coup, en fait, il y a un récent mouvement qui vient aussi de la ZAD qui s'appelle Grondement des Terres. Il a déjà été s'associer à des habitantes à Vuflan-la-Ville où il y avait une carrière du groupe Orlati qui est aussi un groupe de carrière et de béton. Et en fait, là, la nouveauté, c'était de s'introduire avant que les autorisations soient données, en fait, avant qu'il soit trop tard, et d'aller occuper l'espace pour, en fait, depuis cet espace occupé, inviter la population, les habitants à venir le découvrir, à se rendre compte de ce qui allait être perdu en cas d'une carrière. Bah là, ce qui était génial, c'est qu'en fait, les habitants qu'on a rencontrés, directement, ils sont venus, on a fait des assemblées, comment on continue, ils ont agi à leur échelle, par le conseil communal, et en fait, ils ont déraillé le projet. Enfin, maintenant, la municipalité a été obligée de dire, non, on fera pas de gravière là-bas. Donc en fait, ça a marché, aussi de se dire, cette fois, on intervient avant qu'il soit trop tard. Bref, pour dire que, en fait, cet héritage de la ZAD, aujourd'hui, il infuse par d'autres combats, ici à Vuflan-la-Ville. Et puis après, il y a eu, suite à ça, des personnes de Les qui ont contacté Grondement des Terres pour venir les aider parce qu'ils faisaient face à un projet de canot à neige. Et là aussi, pour le moment, c'est sur le registre juridique, mais l'héritage de la ZAD, ça a permis de les aider à s'organiser, à savoir comment faire des recours, comment faire une action médiatique. On a fait une balade aussi sur les traces de où allaient être construites les potentielles conduites des canons à neige dans la montagne là, vers les Tours d'Ailly. Et du coup, en fait, on a pu se rendre compte directement de qu'est-ce qu'elle allait impacter et faire une action très forte qui a été extrêmement médiatisée avec des habitants qui venaient des coins, une était bergère, enfin, ils avaient un vrai sens de lutter chez eux, mais ils avaient besoin d'aide, un peu de soutien. Ce que je veux dire par là, c'est ce mouvement, il a comme sens dans l'héritage de la ZAD, de continuer ces dynamiques de protéger lieu par lieu, mais aussi en protégeant un lieu par un lieu, en fait, on vient aussi mettre des rouages à des petits pouvoirs locaux. Puis c'est là que s'exerce, en fait, le capitalisme et les intérêts privés, c'est dans le local aussi. Donc, en fait, c'est très puissant parce qu'on vient montrer des dynamiques de pouvoir qui ont lieu, des liens entre des industries privées et des pouvoirs publics. Puis ça, on vient le mettre en lumière par ces mouvements-là qui s'inscrivent dans des lieux précis. Puis je pense que ça, c'est assez prometteur. Maintenant, il faudrait que ça se multiplie un peu partout. En octobre 2023, Holcim a obtenu les autorisations nécessaires pour démarrer leurs travaux sur le plateau de la Birette, l'endroit qui a été, entre autres, défendu et occupé par les zadistes. Le collectif Grondement des Terres a invité chaque dimanche de décembre 2023 des scientifiques, des artistes, des géographes, des archéologues, des botanistes, ainsi que le public à prendre part à des activités liées à ces lieux afin de créer une archive vivante du plateau de la Birette. Ce projet est intitulé Birette Revit. J'ai grimpé sur le Mormon l'un de ces dimanches où s'est dessinée cette fourmilière, mon micro aux aguets.
le projet de Birette-Revie de Grondement. Donc on a choisi de faire ce projet surtout dans la lutte contre le béton ici sur le site symbolique du Mormont, de par déjà sa richesse culturelle et naturelle et donc son patrimoine à défendre absolument. Et pour le haut symbole qu'il est pour l'histoire des luttes, avec notamment la première ZAD de Suisse qui s'est implantée ici et qui a été aussi un moment de prise de conscience de l'urgence dans laquelle on vit et qui souligne l'importance des mobilisations en Suisse. Face à la scène d'abattage qu'on a justement derrière nous, on se rend compte aussi que la Birette, le plateau de la Birette est un symbole de ce qu'on accepte de perdre et que ces industries peuvent détruire. Et c'est pour ça qu'on aimerait rappeler aujourd'hui et qu'on est ici aujourd'hui pour rappeler de lutter contre le béton et les entreprises comme Holcim. Le but du projet de Birette-Revie, c'est avant tout une démarche d'archivage. C'est-à-dire que l'hiver passé déjà, on a eu des événements de l'enterrement de la Birette, où pour répondre à la décision du tribunal fédéral qui qualifie la production de ciment comme étant d'intérêt supérieur national. Et puis tout récemment, donc, le Conseil d'État de Vaud qui délivre le permis d'extension de la carrière, et c'est donc maintenant que ça se joue. C'est pour ça que nous trouvons nécessaire de archiver et marquer cet espace pendant qu'il est encore sous nos yeux. Et on pense qu'en luttant sur les territoires, on cible les pollueurs et les projets écocides directement et on permet une participation, une mobilisation des ressources et populations locales. Ce qu'on constate sur le sommet de la colline, c'est que ce sol est extrêmement maigre, quelques dizaines de centimètres au maximum, voire quelques centimètres par endroit. Il a pourtant probablement à peu près 10 000 ans. Donc on se rend compte là du temps qu'il faut pour fabriquer un sol, qui est une évolution extrêmement lente, qui résulte à la fois de la roche-mère qui est en dessous, et puis de la végétation qui va se développer progressivement, du climat qui peut être un facteur facilitant ou aggravant. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que même quand il est extrêmement mince, ce sol, c'est une interface qui est déterminante dans toute la vie qui est développée au-dessus, que ce soit le vivant spontané ou que ce soit les activités agricoles qui vont nourrir l'humanité. C'est aussi le plus gros stock de carbone, plus que dans la biosphère, plus que dans la forêt qui est au-dessus, plus que dans l'atmosphère. Donc on le détruit, on déstocke ce carbone, on contribue à aggraver le changement climatique global. Et puis c'est surtout un réservoir de biodiversité colossal. Biodiversité que je qualifie toujours de doublement invisible. Invisible parce qu'elle est sous nos pieds, invisible parce que c'est des micro-organismes, et néanmoins dans un gramme de sol qui représente une cuillère à café, il y a à peu près 100 millions d'organismes de plusieurs milliers d'espèces. Et des milliers d'espèces qu'on connaît encore à peine. Moi, quand j'étais étudiant, on disait qu'on connaissait 10%. Maintenant, j'ai plus de 60 ans. On en connaît 100 fois plus, mais on connaît toujours 10%. Et cette bonne santé du sol, elle est indissociable de notre santé à nous. Nous-mêmes, notre santé, elle est maintenue grâce à notre microbiote intestinal, mais également le microbiote de notre bouche, de notre peau, etc. Et il est en lien avec le microbiote du sol. Alors le nôtre, il n'a pas attendu ça pour s'appauvrir. Il s'est déjà largement appauvri par notre alimentation qui est très appauvrie en diversité et qui ouvre la voie du coup à des nouvelles pathologies, des nouvelles pathologies dites de société qui sont en grande partie liées à la destruction ou à l'appauvrissement en tout cas de notre microbiote. Mais la dégradation du microbiote des sols peut faire émerger des nouvelles maladies et peut contribuer à affaiblir notre propre santé humaine. Le bal des fauves. Voilà, moi, en tant qu'architecte, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait ici assez tardivement. En fait, en 2020, je suivais un petit peu comme n'importe quelle personne l'actualité. Ah oui, il y a des personnes qui sont allées
sur cette colline. Moi, je suis architecte, donc je savais un petit peu ce que c'est que Holcim. Je me disais, ah oui, je comprends, c'est vrai que dans nos milieux, on parle un petit peu du rôle du béton par rapport aux problèmes climatiques qu'on a aujourd'hui. Mais je suivais ça un petit peu à distance sans me sentir tellement concerné. Et puis petit à petit, je suis venu, j'ai eu des discussions avec différentes personnes, puis je me suis rendu compte que les personnes qui occupaient le site n'agissaient pas du tout de manière irréfléchie ou simplement sous le coup de l'émotion sans avoir un bagage important par rapport à justement cette question du ciment, cette question de la manière dont on construit, cette question des problèmes environnementaux. Puis petit à petit, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas en tant qu'architecte. À 50 ans, voilà, j'avais été formé sans être sensibilisé à toute une série de questions. Et puis vers la fin de la ZAD, tout d'un coup, je me suis dit, alors que ça devenait de plus en plus probable qu'il y ait une expulsion, je me suis dit, je vais quand même essayer un petit peu d'écrire à droite à gauche aux quelques contacts que j'ai dans le monde de l'architecture, et notamment à la fondation Holcim pour le développement durable, à qui je disais, mais c'est complètement absurde, voilà, vous avez votre entreprise qui est en train d'exploiter cette carrière. Il y a des personnes qui arrivent contre cette exploitation avec un discours qui paraît vraiment intelligent. Et vous avez une fondation pour le développement durable, il n'y a pas d'interaction entre ces différents milieux. Le secrétaire général de la fondation Holcim m'avait dit « Ah, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait une ZAD. En plus, moi, j'adore le Mormon, j'ai fait mon service militaire ici. » Donc, tout à coup, je me suis rendu compte de cette chose vraiment surréaliste qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant de lutte alors qu'elles sont directement concernées. Bon, mes petits mails n'ont pas eu beaucoup d'effet. Enfin, c'était même vraiment surréaliste parce qu'au moment où j'écrivais à Holcim, tout d'un coup, je voyais qu'il y avait l'assaut de la police, etc. Donc, j'étais dans un endroit un peu particulier. Après, j'ai pris contact avec des personnes liées à cette ZAD et puis on a commencé à avoir un dialogue où moi, en tant qu'architecte, je me suis senti vraiment responsable, c'est un bien gros mot, mais j'ai senti vraiment qu'il manquait quelque chose dans les milieux professionnels de l'architecture par rapport à ce que peut amener un mouvement comme les grondements des terres. Et puis donc, mon idée, c'est un peu de travailler à la rencontre de ces différents milieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'ai fait des études d'archéologie aussi, d'histoire de l'art et d'architecture. Il faut quand même se dire qu'actuellement, au Palais de Rumine, il y a une exposition qui s'appelle Sacré Mormon qui nous explique que ici, il y avait un site celte d'importance internationale. Les fouilles ont eu lieu entre 2006 et 2016 et l'endroit où ces fouilles ont eu lieu n'existe plus. Et quand même, en tant qu'archéologue, on apprend quand même qu'un objet, il n'est rien sans son contexte. Évidemment que si on voit une belle œuvre, un beau travail, une mosaïque de Pompéi, en soi, l'œuvre est intéressante, mais si vous la voyez à Pompéi, là où elle était, elle prend un sens qu'elle n'a pas quand vous avez déplacé la mosaïque pour la mettre dans un musée. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a déplacé les objets et on s'est dit que si on ne peut plus revenir sur le site où ces objets ont été trouvés, c'est pas si grave que ça, alors que c'est d'une très grande gravité. Et là, on arrive à un chapitre qui est quoi? C'est comment, tout d'un coup, un canton, une population, voit son patrimoine être sacrifié, que ce soit le patrimoine culturel, que ce soit le patrimoine naturel, au profit d'intérêts qui sont privés, parce que même si le tribunal fédéral dit que c'est un intérêt national supérieur de continuer à exploiter cette carrière, de pouvoir l'agrandir, etc., qui fixe ce que c'est que l'intérêt national supérieur. Parce que la légitimation de cet intérêt national supérieur, c'est simplement, on utilise beaucoup de béton aujourd'hui, donc c'est d'un intérêt national supérieur qu'on continue à exploiter la carrière. On n'en parle pas du tout, justement, des questions climatiques, des questions des droits des générations futures à leur environnement, à leur monde, sachant justement que les autorisations qui ont été données par rapport à l'extension de la carrière, elles couvrent une période qui va jusqu'en 2060. Donc de quel droit maintenant des personnes prennent des positions qui disent « Ah oui, on peut continuer pendant plusieurs dizaines d'années à exploiter ce terrain ». Je suis juste tombé sur une dépêche AFP, parce que vous savez que c'est la COP28 maintenant à Dubaï, et il y avait juste un petit passage. Le rôle de la déforestation, la déforestation, notamment au Brésil, en République démocratique du Congo et en Indonésie, joue un rôle par rapport au dérèglement climatique, mais il reste minime comparé à l'utilisation de combustibles fossiles et du ciment. Et là, je me dis, mais on a vraiment tout, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de sacrifier des arbres, on est en train de sacrifier des terres agricoles pour étendre une carrière dont on sait que, justement, elle participe à une manière de construire qui est écocide, en fait. J'étais en train de me dire, en me baladant ici, s'il fallait
dans un dictionnaire avoir une illustration pour parler de la dimension écocide, de la manière dont on peut imaginer le monde, ici vous voyez ces arbres, vous voyez cette carrière, en fait, on en est vraiment là. Une chose qui est rigolote aussi, c'est qu'entre la ZAD et aujourd'hui j'ai reçu le prix de la culture du bâti de la Fondation vaudoise pour la culture, donc il y a aussi une reconnaissance institutionnelle dont moi j'ai vraiment envie de jouer pour permettre de porter les revendications par exemple des grondements des terres, et c'est aussi pour ça que c'est très important que les milieux professionnels s'associent à des initiatives comme le postulat que par exemple Mathilde Moranda a développé, a déposé au niveau du Grand Conseil, justement qu'on taxe le béton afin d'aller vers d'autres méthodes de construction. Pas réussir à se rendre compte de l'importance d'un site, et que c'est qu'une fois qu'on a détruit les choses qu'on peut commencer à se dire ah oui mais on aurait mieux fait de finalement garder tout ça. Et c'est ce qui s'est passé avec la première foule en 2006 et 2016. C'est-à-dire qu'il y avait cette précipitation, il y avait tout d'un coup cette idée de dire ah oui, on fait un peu une fouille d'urgence, et à un moment, tout d'un coup, une personne dit mais en fait, pourquoi on sacrifie ce patrimoine plutôt que d'étendre la carrière, et le fait que le temps soit toujours considéré comme à prendre en compte par rapport à des notions d'urgence, fait qu'on fait des choses qu'on peut ensuite pas réparer. Ça me paraît une simple demande de bon sens que le défrichage, les fouilles archéologiques, tout ça, ça se déploie au moins sur 2 ans. Ensuite, il y a une deuxième revendication, c'est en attendant Giraud, appel à la démission de François Giraud. Donc, je ne sais pas si vous savez qui est François Giraud, mais c'est le directeur de Holcim. C'est intéressant parce qu'on est de la même génération. Et puis, ce qu'il vient proposer, c'est sa reconversion en éco-warrior. Et moi, je ne me considère pas comme éco-warrior, mais c'est un peu cette idée de dire quel est le rôle de personnes qui, comme François Giraud et moi, sont établis, ont une 50aine d'années, ont des postes à responsabilité. Quel est notre rôle dans les luttes d'aujourd'hui? Les carrières, c'est vraiment quelque chose qui transforme en intérêt privé un patrimoine collectif en quelque sorte. Dans la région, je dis juste ça, dans la région, les entreprises Holcim et Orlati se partagent les terres paysannes en jouant au Monopoly. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font vraiment partie d'une sorte de patrimoine commun qui deviennent, parce que tout d'un coup, ces entreprises sont très puissantes, elles vont aller vers des milieux politiques, qui deviennent des choses qui sont tout d'un coup transformées en ressources pour une économie qui bénéficie qu'à peu de personnes. Chamois. Ici, il y a une colonie de chamois. Mais les chamois ici, ils sont tout le temps là. C'est des chamois, ils ne bougent pas. Alors, il y a une bonne colonie, il y en a pas mal. Et ça va mieux que dans le Jura. Les chamois dans le Jura, c'est une catastrophe. On ne sait pas pourquoi. Dans le sens, il y a une diminution énorme qui est due à plusieurs facteurs. Alors, il y a des gens qui disent que ce sont les loups. Mais ce n'est pas les loups. Ça n'a rien à voir. Les loups, ils ont tous les défauts pour les gens. Alors, j'ai dit à des gens qui parlaient des loups, vous habillez en rouge, vous verrez. Alors, c'est vrai que le loup n'a pas été vu là, sauf erreur, mais le lynx, oui. Lynx, chat sauvage, Felis sylvestris. Il y a des martres aussi. La martre, c'est la parente de la fouine. Et c'est un mustélidé qui est assez long comme ça, qui a la bavette blanche bifide, et puis qui fait pas mal de bruit dans les combles des maisons, par exemple. Alors voilà, il y a pas mal au point de vue de la faune. Puis les oiseaux, c'est un passage de migration fantastique, quoi. Parce qu'à les ascendances, il fait chaud, la carrière donne de l'air chaud. Alors il y a des rapaces qui passent, Milan Royaux, Milan Noir, Mondreuil, etc., quoi. C'est un monde, Entre ces interventions, quelque chose se prépare. On avertit les personnes sur place que si elles ont envie de dire quelque chose, elles peuvent les écrire sur un papier et les mettre dans un petit panier avec écrit « pour la crier ». La criée, c'était un rituel hebdomadaire, une fois par semaine sur la ZAD de la colline, où en fait, dans une petite boîte, toute la semaine, quiconque pouvait écrire et ressentir quelque chose qu'il avait mal vécu, que ce soit sur la vie de la communauté ou sur la lutte avec Holcim. Puis après, chaque mardi soir, on allait devant la carrière et on criait en prenant chacun son tour des petits papiers pour les crier très fort. Et voilà, ça permettait de faire sortir un peu ce qu'il y avait, et puis de se partager des infos, de prendre conscience aussi du ressenti de la communauté. Parce qu'on n'avait pas le temps d'aller demander à tout le monde comment il allait, et puis qu'on avait plein de trucs à faire, ça permettait de prendre ce temps-là. Et donc là, aujourd'hui, dans cette journée de commémoration un peu sur la Birette, on a proposé de refaire ça, mais
plus voilà, symboliquement, voir qu'est-ce que les gens ont à dire à Holcim. Il y a des gens qui ont, moi on peut la lire, il y a des gens qui voudraient lire les mots. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de lire un mot de quelqu'un d'autre? Pas plus On que peut ça. commencer, hein. Bah celui-là était de moi. Ah ouais. Tu peux le lire toi. À vous, ceux qui participent aux activités d'Holcim, je vous souhaite de trouver le courage de changer de voie. Regardez le monde avec votre cœur, alors forcément vous aurez besoin de faire différemment. Regardez la vie avec votre cœur. Qui nous blâmait pour ces quelques canettes de PG qui gisaient ça et là autour d'un feu de garde? Donne à des chèques, la mettons depuis les bureaux de la municipalité. Aujourd'hui, le vivant est déchiqueté sur la colline. Ce bois mort qui jadis encore dressé aurait sans peine réintégré les restes de fanions rouges, tissus du free shop ou autres vestiges de papier, dans les profondeurs de son règne fertile. De fertile restent nos liens et la conviction que la lutte continue. Ma colline, merci pour ton accueil. J'aimerais que la vie soit toujours fauve. Humaine, faites place à votre cœur et voyez la blessure que vous infligez à votre terre qui vous a donné la vie. Alors voilà, à 3, on va pouvoir crier. 1, 2, 3. Il y a eu un sacré écho, ouais. Je vous ai raconté un peu de l'histoire de cette colline, un peu de l'exploitation, mais j'ai surtout voulu parler des autres et de ce que nous pouvons créer ensemble, la puissance qui jaillit de la révolte. Nicole et Alain, depuis leur plus jeune âge, ont porté les racines du combat qui sont devenues d'immenses fleurs avec les zadistes. Dans l'aventure Mormont-Holcim, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes avec qui je n'aurais peut-être jamais échangé s'il n'y avait pas eu ce terrain d'entente mutuelle qu'est la préservation de l'environnement. Peut-être que le dérèglement climatique viendra à bout de l'humanité et dans cette perspective-ci, autant aller droit au mur ensemble. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'aucune cimenterie, aucune multinationale, aucune industrie ne pourra détruire les liens que l'on tisse entre nous, les marmites qui bouillonnent de souvenirs et les regards qu'on s'échange parce que l'on sait, au fond de nous, ce que c'est de ressentir que l'on tue notre monde. Alors peut-être que notre révolution sera celle qui passera par le lien. Du moins, c'est vraiment celle que j'espère. J'espère que nous continuerons de nous allier dans nos luttes, de réaliser que nous ne sommes jamais seuls dans nos batailles et que c'est souvent en collectif que dire non résonne plus fort. Je remercie les précieuses paroles de Nicolas Mann, Alain Chanson, Mathilde Maranda, Pirouette, Mathieu Jacquard, Emmanuel Lierderman et toutes les personnes que j'ai enregistrées le 10 décembre 2023. Je tiens aussi à remercier Mathieu Gafsou, Olga Cafiro et Louisa Tao Sazouz. Un immense merci à Adrien Derigue pour la composition musicale. Vous avez également entendu tout au long de cette émission des messages à la voix robotique concernant les tirs de mine. Il s'agit d'un système de notification automatique par SMS auquel vous pouvez souscrire par le biais d'un formulaire sur le site d'Holcim et Clépan. Ces messages ont été reçus durant la réalisation de ce travail. C'était Le Bal des Fauves, un podcast réalisé et produit par Soen Delenbar.